Bon, on va commencer ce moment d'échange. Donc, merci à tous d'être présents, d'être venus jusqu'à Supagro. Je sais que pour pas mal d'entre vous, les lieux vous rappellent des souvenirs. Et puis, c'est un bon lieu pour parler des thématiques qui nous importent aujourd'hui parce que on va parler d'avenir, on va parler de ce que va devenir le territoire en focalisant sur ce territoire du projet Bicréatif qui est la plaine ouest de Montpellier. Je vous présenterai après ce qu'on met derrière. Donc moi, je suis Marc Morène, je suis ingénieur de recherche en agronomie des territoires à INRAE. Et donc, je suis porteur recherche du territoire plaine ouest de Montpellier pour le projet Bicréative. Et donc, je travaille avec Myrto Parmentier, qui est en thèse avec Lorraine et moi depuis le mois d'octobre. Et on a préparé cette restitution en s'appuyant sur tout un tas de travaux antérieurs, des travaux de recherche, des projets de recherche préalables, mais aussi un travail de diagnostic qu'on a réalisé en plusieurs phases avec une première étudiante qui travaillait plus sur l'élevage, et puis un diagnostic socio-technique qui a été mené par une étudiante en stage qui s'appelle Emma Buisson et que beaucoup d'entre vous ont dû rencontrer en entretien. Donc au niveau du programme de la journée, on va essayer de tenir le temps parce que Lorraine, Maïté ont des impératifs de train à prendre. Donc on va essayer de finir vraiment à 17 heures. Par contre, vous voyez qu'il y aura plusieurs temps, des temps de présentation, de restitution de nos travaux et puis aussi des temps d'échange où on va attendre beaucoup de vous pour avoir vos retours et vos connaissances, votre expertise de ce territoire, à la fois sur les enjeux et puis sur ce que vous y faites directement ou indirectement. Et puis, on travaillera aussi sur comment avancer vers des solutions, aller plus loin. On fera une petite pause et puis on conclura. Donc, restez bien, partez pas au moment de la pause parce que vraiment, il y aura une conclusion importante pour vous écouter dans la suite. Ouais, sur le contexte, donc je laisse Lorraine vous parler du projet Bicréatif. Bonjour à tous. Donc, Lorraine Pro, moi, je suis directrice de recherche INRAE. Je suis en région parisienne et je suis là à double titre. Marc disait parce qu'on encadre ensemble la thèse de Myrto et aussi parce que je fais partie des deux coordinatrices de ce projet Bicréative qui vient cadrer un peu les échanges de l'après-midi et puis le travail qu'on fait dans le Plaine Ouest de Montpellier. Donc, je vous donne à voir très rapidement quelques éléments de contexte de ce projet-là pour que vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit on y travaille. Alors, ce projet, il vient d'un appel d'offres, d'un appel du ministère qui a demandé à la recherche de formuler des projets de recherche pour penser une agriculture sans pesticides. Un horizon, un horizon un peu large. Vous voyez l'idée d'avoir une cible qui porte les acteurs pour penser un peu différemment. Donc, il y a plein de projets qui ont été proposés, parfois très extrêmement techniques sur des choses très pointues, de la sélection et tout. Avec Muriel, on a fait un choix un peu différent. Avec Muriel et tous les collègues scientifiques qui sont dans le consortium du projet Bicréative, c'était de dire finalement, le zéro phyto, nous, on a l'impression que individuellement, on sait faire à l'échelle d'une exploitation. En revanche, peut-être qu'on sait faire, mais est-ce que c'est viable pour un agriculteur? Parce que faire du zéro phyto, ça veut dire diversifier ses productions. Si personne n'achète les productions, il ne peut rien faire. Faire du zéro phyto, ça veut dire baisser, avoir moins de niveau de production. Et donc, est-ce que ça reste rentable pour un agriculteur? Donc, avec Muriel, on avait l'impression que le problème, plutôt que en tout cas de le poser techniquement, nous, on avait envie de le prendre au niveau des coordinations en disant, si on veut vraiment faire advenir une agriculture sans phyto, il faut faire travailler ensemble des agriculteurs, des acteurs de l'amont, de l'aval, de la transformation, les acteurs institutionnels. Et c'est pour ça qu'on s'est situé dans le projet Bicréatif. Notre entrée, c'est de dire qu'il faut travailler ça à l'échelle territoriale. Et c'est l'objectif qu'on a défini au projet, c'est de dire, OK, vous voulez des projets de recherche fondamentaux, nous, on vous propose de prendre de front la question, ce serait quoi concevoir un territoire zéro phyto? Le dispositif sur lequel on s'appuie, c'est de le faire en vrai, en fait, essayer de le faire en vrai. Donc, on a 10 territoires cas d'études dans le projet. À chaque fois, dans ces 10 territoires, on a un porteur scientifique. Marc disait qu'il était porteur pour le territoire Plaine Ouest Montpellier. Et puis, un acteur porteur local, en fait, c'est-à-dire un partenaire qui s'est plus particulièrement engagé
à venir avec nous dans le projet. En l'occurrence, c'est le SEN représenté par eux deux. Donc, vous voyez nos 10 territoires ici. Il y en a 2 expérimentaux en rouge, un réseau d'agriculteurs en vert, et sinon, ce sont des territoires réels qui ont des vraies problématiques, pas du tout que du phyto, plein de choses à gérer. La plus-value pour nous, c'est de dire on va se mettre dans des modes de recherche participative, recherche-intervention, c'est-à-dire on se met à disposition des partenaires de terrain pour les aider à avancer dans le sens d'une réduction des phytos dans ces 10 territoires-là. Et puis, on va comparer ce qui se passe. On va faire du transversal pour essayer d'être plus intelligent à la fin du projet sur comment on s'y prend pour essayer d'aller vers ce zéro phyto. Donc, l'organisation du projet, elle est finalement assez simple. C'est de dire que pour faire émerger ces concepts, ces territoires sans phyto, on a besoin à la fois de bien comprendre ce qui se passe dans les territoires, dans chacun de nos territoires, à la fois d'être innovant, de créer des solutions un peu différentes, y compris organisationnelles, hein, ce que je vous disais, c'est pas que du technique. Et puis, on a besoin de savoir évaluer ce qui se passe. Et tout ça boucle constamment. C'est un peu comme ça que fonctionne le projet. Et vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, on voit la Réunion, donc on se situe dans le territoire Plaine-Ouest-Montpellier et on se situe dans essayer de faire fonctionner les interactions entre qu'est-ce qu'on a appris du territoire, qu'est-ce qu'on sait, et qu'est-ce qu'on va y faire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire émerger comme projet. Voilà, je ne sais pas, c'est une présentation vraiment rapide du projet. Je ne vous l'ai pas dit, c'est un projet qui dure 6 ans. Donc, pour une fois, on a un peu de temps pour travailler et il faudra bien ça. Il a commencé il y a 1 an et demi maintenant. Je ne sais pas si vous avez des questions, compréhension ou autres sur ce projet. C'était au moins pour vous donner un peu de cadrage sur ce qui fait que on est là aujourd'hui. Et j'en profite du coup pour présenter Marion Casagrande et Maïté de Sainte-Agathe, qui sont les 2 collègues qui travaillent avec nous dans le projet. C'est tout bon? Allez, je te redonne la main. Donc, juste pour vous parler rapidement des objectifs de la journée, vous avez vu qu'on se situait vraiment à l'interface entre la première étape, qui est l'étape de diagnostic, et la deuxième étape, qui est l'étape de conception d'un territoire zéro phyto. Et donc là, l'objectif de cette journée aujourd'hui, c'est de déjà vous présenter les résultats du diagnostic, donc vraiment ce qui est ressorti de ce diagnostic, parce que vous avez donné aussi de votre temps pour participer à ce diagnostic. Donc là, l'idée, c'était de synthétiser et vous dire tout ça. C'est de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, et si vous avez des choses à compléter, des choses à ajouter, des choses sur lesquelles vous considérez que ça ne ressemble pas forcément à ça, l'objectif c'est aussi de recueillir vos retours, donc profitez vraiment des temps d'échange qu'on a prévus pour compléter, pour ajouter des choses. Et ensuite, donc c'est vraiment ce passage du diagnostic à l'action. Donc c'est de comprendre vos préoccupations, identifier des pistes de solutions à approfondir, et aussi, nous, de réussir à nous positionner également en tant qu'acteurs qui peuvent avoir un impact sur ce territoire, et essayer de commencer à comprendre comment, selon vous, on peut aider en tant qu'organisme de recherche et dans le cadre de ce projet. Donc, sur la forme, donc, Marc le disait, il y aura des présentations, des moments d'échange, un atelier et un moment pour synthétiser en conclusion. Donc, l'objectif, ce sera effectivement que vous restiez pendant la pause juste avant. Donc, on prendra le temps rapidement pour ça. Et donc, avant toute chose, on va commencer par un brise-glace, parce que je ne sais pas si tout le monde se connaît, mais même moi, je viens d'arriver en fait dans le projet, vu que j'ai commencé ma thèse en octobre, donc je ne connais pas tout le monde non plus. Et donc, on est vraiment dans un projet qui va nécessiter beaucoup de coordination. Donc, l'idée, c'est déjà de savoir aussi qui fait quoi, comment les différents projets des uns et des autres peuvent s'imbriquer entre vous. Donc là, on va vous demander de vous lever, pas tout de suite, parce qu'on a une carte. C'est les consignes, et après, donc, il y a une carte qui est là-bas avec un calque. Et l'idée, ce sera de façon très, très, très succincte de nous dire et de dire à tout le monde qui vous êtes, pour qui vous travaillez, quel type de projet il y a sur la réduction des phytos dans le cadre de votre travail. Et donc, vous allez juste faire des patates sur le calque et vous avez dessiné votre rayon d'action. Donc, sur le territoire ou en dehors, on a une carte aussi de la région, parce qu'on conçoit bien que la plaine ouest de Montpellier ne parle pas forcément à tout le monde. Et donc, voilà, d'encercler et d'éventuellement pointer des projets qui sont localisés sur le territoire. Et maintenant, c'est le moment de se lever et on y va. Ouais. Ouais. Donc, on va passer à la suite.
Donc là, dans un premier temps, l'idée, ça va être de vous présenter les enjeux en général de la plaine ouest de Montpellier. Donc je pense que globalement, vous avez pu vous approprier un peu le territoire, à quoi il ressemble, comment il est délimité, donc pour que vous soyez au courant de la zone qui nous intéresse, nous, le plus. Donc je vous passe le périmètre, mais voilà, c'est la carte que vous aviez tout à l'heure. Et donc là, j'ai juste quelques cartes pour vous présenter l'avancée de l'artificialisation des sols sur la zone. Donc là, on est en 94. Et puis après, ça va avancer en 2014, 2019, 2021. Donc, vous voyez un peu, si on avance un peu entre les cartes, on voit vraiment à quel point la ville a pris de plus en plus de place. Donc, ce que vous voyez donc en plus clair, donc jaune, vert clair, c'est les espaces agricoles et autour en plus foncé, c'est les espaces naturels. Donc, on voit vraiment que la ville, elle a pris beaucoup plus de place sur les espaces agricoles que naturels. Et, ah oui, merci. Et oui, donc c'est une plaine qui est vraiment rentrée dans un contexte périurbain avec beaucoup de développement. Donc vous avez parlé des projets de ligne LGV, il y a des axes routiers. Donc c'est vraiment une plaine qui regroupe beaucoup d'enjeux différents et beaucoup de fonctionnalités, on va dire, différentes. En plus de ça, on est sur une zone qui abrite beaucoup de biodiversité. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de projets qui sont liés à ça. Donc on a par exemple le lézard ocellé. Donc vous voyez en gros en vert la zone d'habitat. Et ensuite, ce que vous voyez là, c'est les trames vertes et bleues qui sont croisées par les cartes. La pie-grièche méridionale, l'aigle royal. Donc, vous voyez encore, c'est juste pour vous donner une petite idée rapide de comment ces espèces sont présentes. Alors, il y a des espèces présentes, il y a des espèces qui ont disparu, donc notamment la pie-grièche à poitrine rose. Et notamment, on considère que c'est en lien aussi avec l'utilisation de pesticides qui a donné lieu à moins de présence de nourriture pour la pie. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Marc qui va vous présenter un peu l'historique de la plaine. Voilà, donc ce territoire, il n'est pas très original dans le sens où il a suivi une dynamique assez classique, hein, assez typique des territoires méditerranéens périurbains. Donc, avant 1950, c'était une agriculture relativement diversifiée avec de la vigne, des céréales et beaucoup de pastoralisme. Les collines étaient beaucoup moins boisées. Dans les années 50-80, il y a eu une intensification avec une croissance quand même urbaine importante, intensification agricole avec une spécialisation en viticulture et voilà, beaucoup de plantations et tournant qualitatif dans les années 80 avec le- l'arrachage l'utilisation agricole, donc typiquement les céréales souvent assez intensives hein, avec une logique plutôt spéculative. Les dynamiques qui expliquent ça, c'est l'agrandissement d'exploitation, les restructurations autour des filières viticoles et puis quelques poches de diversification autour du développement des circuits courts plus récemment. Donc, actuellement, la plaine ouest de Montpellier, donc, comme vous voyez, pomme, c'est plaine ouest de Montpellier, ça n'a rien à voir avec le fruit. On est encore sur une plaine très viticole, avec là, vous voyez les parcelles en opaque, enfin, vous ne voyez pas très bien. Hein. Les parcelles en opaque, c'est les parcelles bio. C'est la carto de l'agence bio. Donc, c'est pas, je vous renverrai le support hein, de toute façon. En gros, il y a un petit quart de surface qui sont en bio sur la plaine en viticulture et la SAU viticole couvre à peu près le tiers du total. À côté de ça, c'est beaucoup de polyculture élevage, donc des surfaces soit de prairies temporaires, soit de parcours pâturés, et puis des cultures. En bio, on est quand même sur une assez bonne présence de l'agriculture bio sur la plaine, notamment en polyculture élevage, avec d'une année sur l'autre des rotations qui s'opèrent assez souvent entre prairies temporaires et des céréales. En conventionnel, on est beaucoup plus sur de la céréale en quasiment monoculture avec peu de diversification, plus certaines cultures de semences qui, elles, vont être un peu plus traitées que la moyenne. De manière plus restreinte, il y a encore pas mal de surfaces
déclarés à la PAC, mais en catégorie surface non productive. Donc, c'est des friches agricoles ou du gel de terre, même si, bon, là, vous ne voyez pas très bien, mais ça couvre quand même une surface pas si importante que ça pour celles qui sont déclarées, en tout cas à la PAC. Et puis, quelques îlots plus nourriciers, on va dire, avec de la production légumière, souvent en bio, avec beaucoup de diversité dans les assolements. Donc, comment se traduit tout ça en cette occupation du sol en enjeu pour les produits, l'utilisation de produits phytosanitaires? À l'échelle de l'Occitanie, on a des IFT qui sont relativement importants en grande culture. Sur la plaine, on va retrouver à peu près les mêmes profils, même si, comme j'ai dit, il y a une partie de bio et une partie, au contraire, de production de semences qui, elles, vont être un peu plus traitées. Donc, si on regarde les IFT moyens par commune, donc c'est le travail de cartographie de Solagro qui s'appuie sur les déclarations pratiques culturales. On voit que c'est assez variable. Il y a des communes qui apparaissent très rouges parce que la moyenne enfin, l'utilisation de l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, est au-dessus de la moyenne régionale, et puis d'autres en dessous. Mais en fait, il y a un effet de dilution parce que dans les surfaces qu'on met dans la moyenne, il y a aussi des parcours donc, qui, eux, ne vont pas être traités. Donc, toutes les communes qui ont une partie sur la Gardiole ou sur le Causse d'Omlas vont du coup avoir un effet de dilution par rapport à l'IFT total. Oui. Parce que vraiment, c'est un sujet hyper sensible. Et selon que les éleveurs déclarent les parcours à la PAC, ça se trouve dans le livre qu'on dit à viser. Et voilà, c'est des choses incompréhensibles qui ressortent de la commune rurale, mais c'est en général la partie pleine de commune rurale, c'est beaucoup plus vouée au traitement des communes, et quand vous voulez, on a très vaste période. Après, l'impact sur les ressources eau, il restera le même de toute façon. Donc là, cette année, j'ai vraiment il y a pas une procédure. Ouais, c'est vraiment des résultats à prendre avec des pincettes. Et au-delà de ça, ouais. Non, mais c'est certain. Au-delà de ça, il y a les enjeux de réduction de phytosanitaires qui nous préoccupent parce qu'ils sont liés aux questions agricoles et à la gestion des pratiques. Nous, on va travailler vraiment sur comment piloter des systèmes et mettre en œuvre des pratiques économes en phytosanitaire et allant vers le zéro phyto. Mais on a bien conscience que autour de ça, les enjeux du territoire, ils sont beaucoup plus larges. Ça va être le changement climatique, avec, on le vit actuellement, l'hiver extrêmement doux et des déficits hydriques importants, des enjeux paysagers, la gestion du risque incendie sur la plaine, il est majeur, des enjeux de foncier évidemment, et puis les enjeux de ressources, protéger les sols, préserver le foncier pour les générations futures, et bien sûr tout ce qu'a dit Myrto sur la biodiversité. Impeccable. Est-ce que vous avez pu un peu clarifier les choses? Est-ce que c'est plutôt les herbicides qui composent la majorité de ces unités, ou est-ce que c'est plutôt les insecticides, les fongicides? Quelle est la dominante? Ouais, alors ça va dépendre des systèmes de production. L'indicateur de base pour les phytos, c'est l'IFT. Et l'IFT, il se décline en herbicides et hors herbicides, avec les insecticides, les fongicides, éventuellement les régulateurs, des choses comme ça. En grande culture, on va retrouver quand même une part importante d'herbicides et les autres postes. En viticulture, ça va être principalement les fongicides, quantitativement, sachant que derrière, il peut y avoir du cuivre et du soufre qui ont des problématiques environnementales spécifiques, mais qui ne vont pas être forcément les plus nuisibles à la biodiversité à court terme. À côté de ça, oui, la partie herbicide, elle est restreinte en viticulture, mais l'impact sur les ressources en eau est important, parce que c'est ces molécules-là qu'on va retrouver dans les captages. Mais c'était plutôt du fait de la composition de la plaine ouest, quels sont les pesticides les plus employés et quels sont les pesticides les plus dominants? C'est équivalent. Grande culture vigne, c'est à peu près équivalent en termes d'impact sur ce qu'on retrouve dans l'eau, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le diagnostic, sachant que ouais, c'est assez rapide? Et on peut dégrader des notions de génération de produits qui vont être
Ça ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, c'est mieux. Ah oui. Même sur le thème du copywriting, mais il y a beaucoup, en fait, de reliquats. C'est des rémanences de combien d'années? Mm. Voilà, sachant qu'après, les constats sur plutôt les aspects biodiversité, ils sont quand même alarmants parce que il y a des espèces qui disparaissent, il y a des habitats et c'est toutes les chaînes trophiques qui sont en recomposition. j'ai aussi, voilà, la bonne histoire avec une espèce emblématique, peut-être qu'on passerait, lui à recommander spontanément la peine voici là, de Libérac, un peu de Monchat, qui 7 ans d'ailleurs à peut-être et qui est une espèce insécure, spécifiquement méditerranéenne. Donc elle croit, elle porte bien cette espèce-là. Donc, notre répertoire public pour expliquer que les pratiques culturelles, elles aussi, il faut évoluer et que le témoignage de cette catégorie permet de valoriser justement leurs pratiques et leur entretien des CAE aussi, pour faire des phytos, mais ils ont quand même d'autres manières de travailler l'exploitation et le patrimoine DAE aussi contribue beaucoup à maintenir des produits de cette diversité. Donc, ça pour dire qu'effectivement, la filière a disparu récemment. Pour autant, c'est là. Pour autant, d'autres espèces qui sont également sélectives portent bien. Donc, les conclusions ne sont pas si simples en fait, derrière à tirer. Il y a des choses à faire, il y a une marge de progression évidente. On ne peut pas non plus dire que tout va sur les sujets de production. Il y a aussi des choses qui se passent un peu bien. Heureusement. Je ne sais pas si c'est abordé un peu plus loin, si vous avez encore une partie diagnostique, en tout cas dans la partie descriptive de la plaine, il me semble important aussi de mettre en évidence l'importance des friches, au-delà de celles qui sont déclarées par celles non mises en culture. Bien sûr, oui. À partir du moment où c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte sur cette plaine ouest, et jusqu'à la structure frontière qu'il y a derrière, c'est-à-dire le morcellement, qui sont finalement à la fois une difficulté pour installer, mais aussi peut-être une opportunité pour installer dans des systèmes un peu différents. Et il me semble que quand on décrit le territoire à côté des personnes en place, c'est important aussi de voir le potentiel de reconquête, c'est des préoccupations qu'on a, et un des vrais enjeux sur cette thème. Quand on parle de friche, en parlant avec Théo, super important aussi de regarder, ça en termes écoutiques, qu'est-ce qu'on fait aussi, est-ce qu'on regarde aussi comme femme verte, et comment on fait pour imprimer, est-ce qu'il ne faut pas faire des friches rotatives, c'est-à-dire que les endroits, il y a des friches, ça va être en friche pendant un certain temps, puis ça va être en culture pendant un certain temps, sur des dizaines d'années peut-être, je ne sais pas, mais il y a des choses à trouver là-dessus. Et le morcellement foncier, là, peut devenir aussi intéressant pour éviter d'avoir des grosses zones en monoculture ou en monofriche. On revient aux éléments de diagnostic sur les pratiques qu'on a identifiées et ce qui peut être des pistes pour la suite. Ouais. Donc, dans l'idée, vous avez vu la cible, un peu les objectifs du projet qu'on vous a montré. Donc, l'idée, c'est justement de prendre en compte cette complexité du territoire. Et justement, quand on parle de pression sur les paysages, par exemple, et on intègre les incendies et le foncier, c'est typiquement l'idée d'essayer de prendre en compte au maximum cette problématique très, très importante des friches qui est sur le territoire. Donc, dans le cadre du diagnostic, il y a eu plusieurs étapes. Donc, je vais vous passer la méthode, mais en gros, c'était identifier les personnes qui sont concernées par l'utilisation de produits de pesticides sur le territoire. Donc, c'est ce qui a été listé. Vous devez vous reconnaître sur certaines branches. Et ensuite, c'était essayer de rencontrer un certain nombre de personnes, donc identifier des pratiques qui sont mises en œuvre sur le territoire, mais pas forcément encore trop développées, et comprendre pourquoi elles sont mises en œuvre ou pas sur le territoire. Donc effectivement, dans toute la question d'identifier et d'appréhender la complexité de la question, c'est aussi de ne pas porter de jugement sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, c'est de voir qu'il y a des efforts qui sont faits, mais comprendre aussi pourquoi ça peut être plus difficile de mettre ça en place que juste de dire voilà, on va faire ça et ça va fonctionner. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette complexité. Et donc, c'est ce qu'on va présenter pour la suite. Et donc, à partir de cette compréhension de pourquoi tel acteur met en place telle ou telle pratique,
on a identifié des grands freins et des leviers qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et donc, c'est à partir de ça et de vos contributions, donc à la fois vos réactions là et l'atelier qu'on va faire après, qu'on essaiera d'avancer sur le projet. Donc, sur la base de tout ça. Donc, vraiment en essayant de prendre en compte au maximum cette complexité-là. Donc, pour commencer par les pratiques qui ont été identifiées sur le territoire. Donc, tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'utilisation de cépages résistants. Ça a été décrit tout à l'heure. Donc, c'est des cépages qui vont être résistants au mildiou et à l'oïdium et donc qui vont permettre de faire passer à peu près de 6-8 traitements par an à 1 ou 2 dans la vigne sur ces maladies. Et donc, on est sur des surfaces qui restent encore assez faibles. On a 1000 hectares en cépages résistants en France et 324 en Hérault sur 80 000 hectares de vignes en Hérault. Donc, ça reste encore assez anecdotique, même si on en entend assez parler. Et donc, ils sont encore plantés par une minorité de viticulteurs sur le territoire. Ça reste une solution qui semble être considérée par la plupart des acteurs comme assez crédible et assez efficace pour réduire l'usage de pesticides. Et en même temps, il y a un certain nombre de freins qui sont pointés, donc notamment à la commercialisation avec des techniques de vinification de ces cépages-là qui ne sont pas encore totalement maîtrisées et donc une difficulté à les intégrer à des cahiers des charges et aussi des difficultés en lien avec le changement climatique, pardon. Donc parce qu'on ne connaît pas encore totalement l'adaptation de ces cépages-là au climat méditerranéen et dans un contexte de changement climatique. Oui. Par de l'État alimenté. Mm. En 2021, 10% de la surface qui a été plantée dans les gros, c'est du souligné. Ah oui. Donc oui, c'est hyper jeune. Hein. Ouais. Et les petits vont droit leur depuis 2018. Mm. Et l'année dernière, 2021, 10%. D'accord. Merci, c'est intéressant. Ensuite, donc une autre pratique qui a été identifiée sur le territoire, c'est donc l'enherbement des vignes. Donc où là, on va laisser une végétation spontanée ou semée pousser entre les rangs ou entre les ceps. Et donc globalement, c'est une pratique qui est un peu utilisée sur le territoire, donc qui est quand même en assez grand développement, et donc qui permet de réduire l'utilisation des herbicides par la maîtrise des adventices, mais aussi de mieux gérer le sol. Et on a quelques résultats de recherche qui avancent aussi que ça améliorerait la qualité du vin. On est donc sur, comme les cépages résistants, des mises en place qui sont de plus en plus importantes sur le territoire. Et c'est encore une méthode qui semble assez controversée parce qu'on a vraiment des acteurs qui vont dire que c'est quelque chose qui va être important pour réduire l'utilisation de pesticides et d'autres qui vont avoir notamment assez peur de la question de la concurrence avec la vigne, donc avec des gros risques aussi de réduction des rendements et donc un impact économique pour les agriculteurs. Oui. La biodiversité, qui pour moi est énorme sur l'environnement. Je pratique ça fait 4 ans que je suis sur le processus d'environnement. Et je vois qu'il y a l'herbe, il y a le ressources, il y a le vers de personne, il y a l'insecte qui reviennent, et qu'il y a le prédateur et le bioturbation. Oui, tout à fait. Je vais y revenir juste après, mais après, je vais vous faire un peu le lien avec tout ça. Et donc, enfin, une pratique qui commence à se développer un tout petit peu sur le territoire, mais qui reste assez anecdotique pour le moment, et donc qui est mise en place en complément à l'enherbement des vignes, c'est le vitipastoralisme avec l'introduction d'un troupeau qui va pâturer l'enherbement des vignes. Donc, Pierre-Yves pourra peut-être en parler un peu après. Et donc, ça permet de gérer l'enherbement des vignes et donc ça contribue à baisser l'utilisation d'herbicides, notamment pendant l'hiver, et donc d'avoir aussi un impact justement sur la qualité des sols et la biodiversité. C'est vraiment très minoritaire sur le territoire, comme je vous le disais. Et il y a aussi donc il y a tout un aspect pratique en fait à la mise en place du vitipastoralisme et notamment organisationnel, avec vraiment beaucoup d'importance sur la coordination entre les acteurs, parce qu'il faut souvent ça va être un viticulteur et un éleveur qui vont se mettre d'accord entre eux, donc il faut que les gens soient d'accord sur la façon de fonctionner ensemble. Mais ensuite, c'est que aussi on a les troupeaux vont passer pendant l'hiver. Et donc, il va falloir trouver des surfaces à faire pâturer par les troupeaux au printemps et en été. Donc là, c'est très rapidement. Oui. Oui. Sur l'organisation collective des viticulteurs
agriculteurs sur 2 axes. Les organisations de compétences sexuelles mises en place donc, de sexuelles pour limiter, voire annuler les traitements contre les tendons de la rate, et l'organisation collective à travers des GEDON pour réduire les traitements, pour passer à un zone aménagée pour réduire les traitements insecticides contre la flavescence de voiture. La zone est directement concernée. Et ça passe par une organisation humaine avant tout, vraiment l'organisation collective, parce que ça marche. Et la confidence sexuelle, il y a des programmes d'aide par le conseil départemental. Donc il y a des dizaines. Et ça réduit directement les insecticides. Ouais. Merci beaucoup. Je tiens juste à dire que du coup, il y a des choix qui ont dû être faits. J'ai oublié de vous le dire au début, mais le diagnostic, il est basé principalement sur la vigne, sur la viticulture, sur le territoire, parce que c'est une des productions qui sont importantes. Donc déjà, n'hésitez pas à compléter sur d'autres types de cultures. Et ensuite, effectivement, on est dans un cadre de recherche où il faut faire des choix et donc où il y a un certain nombre de pratiques qui ont été aussi mises de côté ou choisies pour creuser les questions. Oui. Donc, du coup, vous avez mis de côté tout ce qui est les couvertures et les zones de couverture pour observer au niveau de l'île, les bois, etc. Ça rentre dans l'enherbement pour le coup. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Bah oui, enfin normalement c'est dans le diagnostic en entier. Je sais pas si vous l'avez forcément reçu, mais c'est des choses qui sont citées. Mais ouais. Ouais. Et bien sûr, il y a une énorme diversité de pratiques pour le coup qui se cache derrière ces termes-là. Là, l'idée, c'est de faire une présentation assez générale. Mais et justement, on compte aussi faire une part de restitution plutôt auprès d'agriculteurs où là, on essaiera de rentrer un peu plus dans les détails et apporter des contributions. D'où le fait que ce soit assez générique à ce stade. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Oui? Je pense que le point qui est quand même beaucoup, c'est qu'on a trouvé le berger. En tout cas, qui cherche, mais pas forcément très facile. Dans les postes, entre guillemets, j'avais un groupe tranquille aussi à côté, qui est animé par le Simon Dieu. Actuellement, trouver un berger, c'est pas forcément très facile. Par contre, il y a une obligation de se regrouper, de faire un groupe, que les vignerons se regroupent pour avoir suffisamment de surface à proposer à ce berger. Et il y a aussi un point qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'il y a des chiens et il y a la population. Et en fait, ça pose énormément de problèmes d'accueillir un berger sur une surface, enfin, sur un secteur, parce qu'on a l'intérieur des chiens, il faut pouvoir accueillir le berger sur place, donc avoir de l'eau potable et de l'électricité. Et en fait, nous, on a été, avec ma collègue qui est en train de reprendre le groupe, c'est un gros souci. Pour vraiment pas le dire, les outils ont envie, mais trouver le berger, pouvoir l'accueillir sans se faire c'est vraiment un gros souci. Je pense qu'il y a des choses à penser aussi au sein de la métropole, au sein de la collectivité. En fait, si on veut améliorer et pouvoir avoir quelqu'un qui vient faire une pastoration, un lieu vraiment dédié pour eux, que la population soit aussi au courant de ce qui va se passer et de ce qui est autour. Bien sûr, c'est la gestion des usages, et puis c'est sans être péjoratif aussi, c'est aussi un berger sérieux, capable de suivre un cahier des charges environnemental, et ça, c'est pas si évident que ça d'entrer dans la pratique. Il faut avoir une communauté de commissariats qui puisse accueillir sérieusement. Et il faut avoir quelque part une veille extérieure, c'est justement gérer un peu la relation berger et viticulteur ou d'autres contextes. Des problèmes d'arguments.
Vous veillez à ce que l'allergie aussi, sur les traitements aussi, dans le coup, en fait, ça va loin, sinon, je veux dire, un peu, sinon, ça ne sert à rien. Ça, c'est plein de points qui pourront être abordés pendant la phase d'atelier juste après. Ouais. Et ça, c'est peut-être votre imagination peut être voir dans les sud, de pouvoir faire continuer des travaux sur les secteurs sud du littoral en hiver pour servir cette idée de l'île. Donc, pour continuer sur la partie freins et leviers, donc avant tout, c'est juste pour préciser qu'on en a identifié, donc il y a des tableaux qui sont assez exhaustifs qui ont été faits, qui identifient des freins et des leviers à différentes échelles. Donc, c'est juste pour dire que justement, donc il y a ces pratiques. Et après, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, parce que chacun a le droit aussi d'avoir ses propres préférences et de connaître aussi au mieux son territoire, sa ferme, ce qui lui semble le plus pertinent. Oui? Non, non, Ah, pardon. Il y a aussi des fois où on ne sait pas faire parce qu'il y a des manques de connaissances et d'accessibilité des connaissances ou alors d'application des connaissances à des cas plus spécifiques. Donc voilà, c'est juste pour dire encore que quand on parle de tout ça, de freins et de leviers, c'est pas du tout pour pointer du doigt, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait dans tous ces différents niveaux, ce qui fait que ça fonctionne ou pas. Et donc, on a replacé les différentes initiatives qui existent sur le territoire dans cette cible, en fait, pour essayer de prendre en compte au maximum les différents enjeux qui existent. Donc, tout d'abord, les cépages résistants, ça va... peut-être, ouais. Est-ce que vous voyez le petit... Ouais, ça va. Donc les cépages résistants, ça va permettre, comme je disais tout à l'heure, de maintenir les rendements. Donc ça a quand même un intérêt qui est économique par rapport aux autres types de pratiques. Pour autant, comme je le disais tout à l'heure, ça va être assez difficile de les intégrer pour le moment dans les cahiers des charges. En tout cas, c'est quelque chose qui semble être en cours. Et donc là, ça peut créer une certaine tension économique sur l'utilisation de ces cépages résistants et surtout limiter leur développement sur le territoire. Ensuite, on a une petite tension avec le changement climatique sur justement ce qu'on sait de ces cépages résistants, donc à la fois sur leur conduite, sur leur résistance au climat, sur aussi ce que connaissent les consommateurs en fait de ces cépages résistants, donc en lien avec le cahier des charges, et sur la vinification. Et donc on a des tensions là-dessus avec, on ne sait pas s'il va falloir irriguer, si on va réussir à les adapter au territoire. Et donc ça semble assez difficile, en tout cas en l'état des connaissances actuelles, de les développer sur le territoire sans acquérir ces connaissances-là. Ensuite, les cépages résistants, ce qui ressortait des entretiens, c'est que ça favorisait surtout les grandes exploitations, donc avec peut-être une difficulté à les mettre en place à l'échelle d'exploitations plus petites. Et bien sûr, l'utilisation des cépages résistants, comme ça a été dit tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup parmi les entretiens, c'est que ça permet effectivement de réduire l'utilisation de pesticides et donc avec, pour le coup, des impacts vraiment positifs et des interactions très positives avec l'utilisation, avec la qualité des ressources, donc l'eau et les sols, et avec la biodiversité. L'aspect commercial, là-dedans, sur les cépages résistants, en fait, voilà, pour faire autour un petit peu de collègues qui font des cépages résistants, le principal problème, c'est de créer le marché. Le marché qui est en cours de création. Pour en parler à certains cabinets de restaurateurs qui sont dubitatifs la plupart du temps, la phrase qui revient souvent, ça fait pas rêver. Bon, moi j'essaie de dire, oui, mais enfin, voilà, il y a les goûts, voilà, les goûts, les goûts de l'histoire, après c'est pas l'histoire, les goûts on ne connaît pas au aussi niveau, et puis il y a des manières de vinifier aussi qui doivent changer, et donc en fait il y a une incertitude. On arrive sur un marché et on doit lever l'incertitude. Personnellement, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui peut prendre en considération.
Oui. C'est une question globale. Vous avez la carte vidéo, là, qui est pourquoi il n'y a pas le marché? Ouais, bah. Parce que ce soit sur le pain, sur l'alimentaire, le fait que, à mon avis, réduire les variétés de ces capitaux, c'est aussi une demande, c'est aussi une attente forte au niveau et du marché, mais aussi du citoyen. Et cet enjeu-là, je pense que ça paraîtra dans les enjeux des familles. Ouais. Oui, mais en fait, on s'est posé la question, c'est une représentation graphique qu'on a faite là dans le cadre pour cette restitution. Et parce que de notre côté ou dans le cadre du projet Bicréative, on reste focalisé sur les enjeux plutôt environnementaux, mais le but, c'est de prendre en compte tout ça. Et donc, notamment sur les freins et les leviers, si vous voyez la phase, enfin, je pense qu'il faudra, dans le compte rendu que je vous enverrai, j'essaierai de remettre aussi plus le détail des résultats, parce que là, c'est forcément rapide. Mais il y a toute une partie aussi qui va parler des dynamiques globales de marché et prendre en compte tout ça. Une petite précision sur les cépages résistants. Dans l'implantation aujourd'hui de ce qui se fait en cépages résistants, ce qu'on implante nous dans notre territoire en cépages résistants, principalement le gris, pour une seule raison, c'est parce qu'il y a une doc et que le marché est mieux le plus doc. Les autres cépages résistants, il devrait y avoir un marché. Aujourd'hui, il existe très peu. Parce que si on pouvait les intégrer dans les docs, on pourrait faire du 85-15 et à ce moment-là, développer des marchés sur du grenage dans le cadre des docs. Et ensuite, les cépages résistants, on les implante principalement dans les zones proches des habitations, dans des zones concernées par les IFT, concernées par les écoles, etc. Dans un premier temps, ils sont principalement mis dans ces situations-là. Dans des parcelles éloignées de l'exploitation, par exemple. Il y a une exploitation regroupée qui a 2 ou 3 parcelles à 20 minutes de tracteur. Il n'y a pas principalement de frein à l'installation des cépages résistants, si ce n'est que aujourd'hui, l'empêchement de tourner en rond, en fait, c'est la création des pays d'or dans ce type de cépages. Moi, je vois un autre frein quand même à un développement qui va se faire petit à petit sur ces variétés-là. C'est la disponibilité des bois et s'assurer de la qualité des bois. Je veux souligner qu'il y a eu beaucoup de demandes, ça génère à saisir des plants sans papier de circulation valide et a détruit des plants. Parce qu'il va y avoir une concentration qui a plus de demandes que de ce qu'il peut pour l'instant. Donc, petit à petit, ça va s'améliorer, mais il faut faire attention à ça. Entre nous, là, réduction effective de l'utilisation des pesticides. Alors, ce sont des variétés résistantes partiellement ou des variétés tolérantes au milieu et à l'oïdium. Si on ne fait plus de traitement, ou au moins un traitement pour protéger un peu cette résistance, il y a d'autres choses qui vont arriver, et notamment le black rot arrive. Et le black rot arrive avec de la destruction de récolte. Donc, la réduction de l'utilisation des pesticides, elle sera effectivement effective à partir du moment où les viticulteurs vont comprendre qu'il y a quand même des règles à suivre et qu'il faut faire attention aussi à ce type d'utilisation, d'abord pour apprendre à repérer les nouveaux symptômes, pas toujours facile, et ensuite de ça, il faut respecter quand même certaines observations pour traiter un minimum, parce que sinon, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et on va se retrouver avec d'autres pesticides à remettre en route. Donc, il faut être vachement raisonnable sur l'utilisation de ces variétés, avec une bonne adéquation entre la surface, l'exploitation ou à la zone de CAPCOP et la zone libre de CAPCOP, où l'idée est, dans le cadre d'un équilibre de ces variétés qu'on ne connaît pas au niveau commercial, qui serait non perceptible à la dégustation, en gros, comme ça rentre dans l'utilisation dans les bouteilles, sauf cas de caveau
à la table et avec une discussion directe avec le consommateur. Et dans l'autre cas, en gros, c'est 10-15%, c'est pas plus. On peut mettre dans le vin. Et en fait, il faut apprendre tout ça, effectivement. On voit bien qu'il y a des freins aussi. Il y a des freins, majeurs. et si on passe en disant, bon, l'heure que je pleure, on va détruire l'intérêt des réalités. De toute façon, enfin, là, ce qu'on vous proposait aussi de travailler dans la suite, c'est la combinaison de ces leviers. Comment ça peut s'articuler dans des systèmes de production, voire entre systèmes de production. Et c'est l'objectif qu'on va essayer de creuser dans l'atelier, essayer de se laisser du temps pour ça. Ouais. Donc sur la suite, sur la partie enherbement, donc il y a également un certain nombre de freins à l'enherbement. Donc il y a notamment un premier frein qui est la valorisation économique de la pratique, donc qui peut être un frein ou un levier en fait selon qu'il y a des mesures compensatoires environnementales ou pas, par exemple pour la mise en place de certaines pratiques. Selon par exemple si l'enherbement permet aussi une fertilisation. Ça peut aussi permettre d'être une certaine compensation économique pour l'agriculteur. Mais dans les règles générales, c'est pas forcément une pratique qui est forcément économiquement valorisée. Et il y a aussi un certain risque de diminution des rendements, donc concurrence hydrique, concurrence minérale avec la vigne, qui va aussi directement impacter les agriculteurs et ensuite l'ensemble de la filière. Un autre frein, c'est aussi qu'un enherbement, il faut le gérer. De plus en plus, il est géré de façon mécanique sur le territoire. Or, la mécanisation n'est pas forcément possible sur tous les types de parcelles. Donc, il y a aussi certains types de parcelles qui vont être plus difficiles à utiliser et à enherber. Je pense que le profil est vraiment, encore une fois, économique par rapport à l'enherbement. Parce que je suis plus chargée de mission de viticulture, mais j'ai encore des liens avec les anciens viticulteurs. Et ils me disent 5 ans après, pour l'avoir mis en place, j'ai une diminution de 15% de mes rendements depuis 5 ans. Sauf qu'en fait, on fait des analyses de sol, j'ai des vers de terre, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai machin. Je stocke du carbone à fond. Environnementalement, c'est génial. Que, en fait, sur la pérennité de mon entreprise, je suis comme ça. S'il n'y a pas une valorisation économique de mes efforts à ce niveau-là, je serais contrainte d'abandonner et je suis vraiment encore 2 ans pour évaluer. Donc, moi, ça me fait vraiment réfléchir à. Je me dis, OK, l'intention est louable, mais voilà, le rendu économique d'efforts réels, voilà, oui. Moi, je pense que cette histoire d'enherbement, c'est tout faire de la dentelle. Il faut une commune comme Muriel, de psychomécanique, tout le monde enherbé. Quasiment. Donc, je pense que c'est en effet en plaine, c'est pour ça que je pense que dans la plaine, il y a plein de plaines. Il va falloir vraiment distinguer les milieux, des endroits, des montants en termes de rendement, qu'est-ce qu'on vise comme valorisation? Est-ce qu'on livre à la porte ou est-ce qu'on vise quand même dans son valorisation? Non, en dos, tout ça, c'est. Je pense que c'est l'enherbement, tirer des conclusions générales, c'est pas comme ça. Je ne suis pas le spécialiste, je ne suis pas le techniciste, mais rien que ce que je vois, me fait dire que c'est beaucoup très complexe. Et la plaine ouest, c'est pas que de la plaine, hein, quand on regarde ce que vous avez pris la précaution, comme je l'ai expliqué au départ, de prendre aussi les cotons adjacents à égaler des systèmes pour les vaches, tout ça. Mais je pense que là, je pense que c'est difficile de tirer des personnalités. Mais avec la langage, dans cette question-là, c'est vraiment la réflexion dans le Oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense qu'on l'a aussi attendu, mais après, il faut savoir qu'il y a une communication. Moi, je passe mon temps, je vais avec mon vin et j'explique, avant de faire goûter le vin, j'explique tout ce que je fais. Par les vins, je pense qu'on goûte. Et à la fin, il ne faut pas être tout pas dans l'air. Et ça, c'est voilà, comment on accompagne cette produit. Qui aurait aimé passer en environnement indépendant, parce que si la raison n'a pas pu, qui malgré tout était dans une démarche environnementale et qui, au bout de 5-6 ans, se pose la question avec son comptable de continuer. Surtout avec le changement climatique. En fait, l'idée de générer. Le cahier des charges, ça cumule. Surtout si c'est les cahiers des charges contraignants, on voit avec les cépages, etc.
Moi, je suis sorti de ça de développer parce que j'ai pas le droit d'avoir des arbres dans ma vigne, j'ai pas le droit d'avoir dans ma neige, et s'il y a tant de manquants et s'il les branches ci, s'il les branches là, on va sur des trucs agronomiquement, ça ne veut absolument plus rien dire. Mais par contre, ça empêche l'innovation, ça empêche l'avancée, quoi. En fait, l'idée de généraliser tout ça, c'est de généraliser ce qui va déterminer. Et après, évidemment que chaque type d'acteur et chaque agriculteur, viticulteur, éleveur va s'adapter différemment à ces questionnements. Donc, il y en a qui vont être capables de vinifier eux-mêmes, de vendre en particulier. Il y en a qui vont pas forcément être dans une situation qui leur permet, justement, économiquement parfois, ou au niveau du temps qu'ils n'ont pas d'avancer. Je vais passer au vitivastoralisme juste parce qu'on est vraiment super en retard et l'idée, c'est vraiment pas de vous retenir. Je suis désolée, mais l'idée, c'est d'échanger après pendant l'atelier. Et donc, on va passer à la partie vitivastoralisme. Donc, très rapidement, des interactions qui peuvent être assez positives avec la biodiversité et la structure et gestion des sols, donc qualité de l'eau éventuellement, avec une gestion qui peut être un peu plus agroécologique de l'enherbement des vignes. Donc, justement, cette question de comment on fait pour mécaniser, comment on fait pour gérer ce couvert. Le pastoralisme peut, dans une certaine mesure, apporter une solution à ça et aussi, peut-être, à la valorisation économique de la technique de désherbage et donc de la gestion de l'enherbement. Donc, c'est là-dessus que ça peut permettre aussi de recroiser et d'avancer un peu sur certains des freins qu'on peut identifier sur l'enherbement en tant que tel, avec d'autres difficultés qui peuvent être assez importantes, dont je parlais tout à l'heure, donc toutes les difficultés organisationnelles, de coordination, et aussi de connaissances techniques, parce qu'il faut quand même gérer des animaux sur des cultures qui n'ont... Pardon, avec des viticulteurs, par exemple, qui peuvent ne pas être... Enfin, qui, en général, ne sont pas habitués à ce type de pratique, et inversement, des éleveurs qui ne sont pas habitués non plus à ce type de pratique. Donc, vraiment, une question de connaissances et d'entente entre les différents acteurs. Pour autant, on a quand même un risque de diminution des rendements, donc de la même façon que pour l'enherbement. C'est quelque chose qui est un peu revenu quand même dans les entretiens. Des questions d'accessibilité de la parcelle, parce que pour le coup, là, c'est pas du matériel, enfin, de désherbage mécanique qui vient, mais c'est quand même des animaux, donc il y a aussi des questions de gestion de l'arrivée d'un troupeau sur les parcelles. Ensuite, on a des interactions qui peuvent être assez intéressantes avec les problématiques de changement climatique en lien avec la pression incendie, parce que quand les troupeaux ne sont pas sur les vignes, donc ils peuvent effectivement ressortir du territoire, ils peuvent aussi rester sur le territoire justement pour gérer ces espaces de friche, des espaces naturels, donc sans mécanisation, sans produits phytosanitaires, et surtout, et comme ça, réduire aussi la pression incendie. Et j'ai tout dit. On va revenir en atelier dessus. Non, pas forcément. D'accord. Si vous en avez envie, oui, mais... Pour le vitivastoralisme, quand on avait échangé avec la filière élevage, les personnes avec l'élevage à la chambre, ce qui posait problème, le couple viticulteur et éleveur, c'était que si l'éleveur s'engageait pour faire pâturer les animaux sur les parcelles de vigne, il faut que le viticulteur s'engage à ce qu'il y ait le même stock d'herbe régulièrement tous les ans. Sinon, l'éleveur n'a plus quoi faire. Or, c'est hyper difficile à faire ça, d'avoir la même quantité d'herbe les ans sur les parcelles de vigne, parce que c'est hyper dépendant de la météo. Ouais. S'il a plu, s'il n'a pas plu, etc. Et après, du coup, la convention tacite-pas tacite signée pendant du couple, entre le couple, c'est compliqué à le garantir. Voilà, ou alors, parce que garantir un environnement. C'est pas cette année, on a puis, à un moment donné, il fallait finir un petit peu dans le bois, parce qu'il y a la route en bois, nous avons un peu plus de feuilles, etc. Puis, quand il a plu, c'est pas comme il faut aussi avoir. Les problèmes, c'est la monoculture, je pense que le gros problème, voilà, ce que c'est parce que tout le temps, le contournement de tout ça, tout ça, c'est quand même une monoculture. Et quand on s'en là-bas, ça aussi, il faut vivre en communauté de culture aussi. Attention, elle est exacerbée, c'est qu'un seul fois, justement. On ne peut pas compliquer à curer. Par contre, il peut y avoir une diversité, c'est leur fait, pour la question, c'est
là-dedans, et du coup aussi le degré d'arrangement, enfin de formalisation de l'arrangement, l'engagement dans le long terme, c'était ça. Ouais, Alors, ces éléments de blocage, de limite, de pratique qui vont dans le sens de la réduction des phytos, en fait, on les a en tête, on les a déjà un petit peu travaillés, alors éventuellement dans d'autres projets, notamment sur les coordinations céréaliers et éleveurs. Là, ce qu'on cherche à faire sur Bicreative, c'est comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre sur un territoire qui est restreint, et c'est là où on peut tester des choses, justement. Donc, l'initiative de Pierre-Yves pour l'accueil d'un troupeau, les travaux sur l'enherbement, sur éventuellement le test de cépage résistant, tout ça, c'est regarder comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre concrètement sur ce territoire-là et quel frein on peut lever et comment. Donc, est-ce que c'est des questions de acquérir des références locales, acquérir du matériel génétique, de l'équipement, construire son équipement, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de prendre en compte pour la suite et qu'on voudrait travailler justement avec vous. Je vais juste un petit point sur le potentiel de l'élevage parce que c'est quelque chose qui est pas mal ressorti et qui nous semble assez prometteur. Ça, c'est un diagramme un peu, enfin même très théorique qu'on a fait pour juste donner à voir ce que ça pourrait être. Dans la plaine ouest de Montpellier, il y a de la vigne avec des ressources sur l'interrang et puis des ressources aussi peut-être moins connues, moins bien documentées, mais d'interculture, c'est-à-dire entre deux replantations de vignes, il peut y avoir des marges de manœuvre à trouver. Dans les céréales, c'est les cultures de diversification, donc luzerne, légumineuses fourragères, etc. Des coproduits, des résidus de culture, des couverts intermédiaires d'intersaison. En maraîchage, on va avoir aussi quelques connexions possibles avec l'élevage, que ce soit pour la valorisation de coproduits, des quarts de tri, etc., mais surtout pour la valorisation des ressources de l'élevage en culture, donc la matière organique, hein, le fumier, ce qui n'est pas non plus imbécile du point de vue des grandes cultures et de la viticulture, parce que vous savez bien que le prix de l'azote, vous savez peut-être que le prix de l'azote a augmenté de 200% l'année dernière, donc et c'est pas amené à se réduire. En plus, l'élevage, il a peut-être une vocation territoriale aussi à travers l'entretien de zones naturelles ou semi-naturelles et peut-être de paysages en risque de se refermer avec notamment les friches et les risques incendies. Sur le territoire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des troupeaux, il y a de l'élevage. La grosse question, c'est est-ce qu'on peut trouver ces connexions, ces synergies entre les productions avec l'élevage? Donc, déjà, le recensement a pu être fait grâce aux collègues de l'Assemblée des Nous qui sont designers. Ils ont fait un petit travail de caractérisation des pratiques de pâturage sur l'exploitation de Pierre-Yves. Et puis, dans la suite, on espère pouvoir creuser tout ça en allant voir qu'est-ce qui fait que ça marche localement, pas en théorie, vraiment sur le territoire. On a déjà pas mal discuté, donc je vous propose qu'on passe assez vite à la suite. Hein, des questions importantes, soit mais il y a aussi des viticulteurs. Et ce que ça peut être, et je pense que les freins ne sont pas les mêmes, et les freins, les possibilités de développement, c'est donc le système de production, en fait. Ouais. Et c'est pas une activité. Est-ce que le profil de viticulteurs éleveurs, par exemple, ça c'est important pour nous, le territoire, hein. Parce qu'en termes de réflexion sur le bâti agricole, sur où est-ce qu'on va réfléchir ça dans le territoire, et ça, c'est même plus que le territoire, c'est interterritorial. On va un gros dossier de l'amour, de la Pédonnas, mais je vais entendre. On voit comment on remet les troupeaux. Est-ce qu'on est en forme de pastoralisme ou pas? Voilà. C'est quand même des gros sujets là. Ouais, justement, c'est toutes ces questions de quelque part de combinaison de leviers qu'on va chercher à expliciter et puis à travailler dans la suite, quoi. C'est de voir est-ce que il faut un berger très itinérant ou alors des petits troupeaux répartis. Donc, gardez bien ces questions, on va y revenir
dans l'atelier, sachant que, il y a deux approches en gros pour atteindre du territoire zéro phyto, hein, même si l'objectif c'est de tendre vers, hein, c'est pas forcément que ce soit demain zéro phyto, et de toute façon ça le sera pas. C'est de regarder dans les systèmes de production qui existent actuellement. Donc, on a des systèmes déjà diversifiés agroécologiques qui ont un très faible usage de... Ça marche ça? Non, ça marche pas du tout. Hop, qui ont un très faible usage de produits phytosanitaires. La plupart ont déjà un lien avec l'élevage. La question, c'est, ceux-là, ça fait pas très longtemps qu'ils existent, hein, pour la plupart. Comment est-ce qu'ils vont durer dans le temps, notamment avec des enjeux de résilience, d'adaptation au changement climatique, et puis la valorisation, les aspects humains, d'organisation du travail, de tenir la complexité de ces systèmes. Des systèmes de grande culture en bio ou en conventionnel, qu'est-ce qui doit évoluer dans ces systèmes-là? Est-ce qu'ils ont encore des marges de manœuvre pour réduire? En viticulture, la viticulture plutôt agroécologique, diversifiée, donc c'est là-dedans qu'on met le vitivastoralisme. En bio ou en conventionnel, finalement, quels vont être les leviers principaux, secondaires? Est-ce que ça va suffire? Et est-ce que c'est cette trajectoire-là qu'on espère voir advenir, elle va effectivement fonctionner? Sachant qu'entre-temps, il y aura des aléas sur les intrants, sur le coût des intrants, sur les autorisations, ce qui est possible parce que bah, voilà, peut-être qu'on va découvrir des effets de certaines molécules, je ne sais pas, qui vont amener à réfléchir la possibilité de les utiliser. L'autre approche, c'est de dire, OK, on a des usages pour les sols qui sont soit très modestement actuellement des systèmes diversifiés en agriculture biologique et en agroécologie, des surfaces en grande culture conventionnelle ou en viticulture conventionnelle qui sont assez importantes. Est-ce que c'est ça qui doit évoluer finalement? Est-ce que c'est les systèmes qui vont rester à peu près constants, mais leur part relative qui va changer avec, bah, par exemple, pourquoi pas le développement à plus grande échelle des systèmes de viticulture en agroécologie? Comment ça peut se faire? À quelles conditions techniques, organisationnelles, politiques, économiques? Tout ça, c'est ce qu'on vous propose de discuter dans l'atelier pour nous aider à structurer des questions sur lesquelles nous, on va travailler derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit aller suivre en tant que recherche, quoi? Qu'est-ce qu'on doit explorer comme scénario? Qu'est-ce que vous voulez nous aider à explorer comme scénario? C'est toutes les questions qu'on a besoin de discuter maintenant. Question de mots, l'outil agroécologique, c'est quoi par rapport à l'outil conventionnel? Alors, enfin, je donne ma définition, on pourra en débattre, mais pour moi, c'est une viticulture qui réduit fortement l'usage des intrants, y compris en fertilisation, hein, même si c'est pas énorme, mais quand même, qui laisse une place importante à la biodiversité, avec un effet effectif, quoi. Donc, de l'habitat, des pratiques qui vont pas impacter les populations et qui peuvent évoluer aussi, faire évoluer la configuration paysagère. Juste l'introduction d'une pratique suffit à faire passer une exploitation dite conventionnelle à une exploitation agroécologique. Ah non, justement pas. Voilà, c'est un tout. C'est un tout, exactement. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, C'est de la labellisation aussi. L'agroécologie, enfin, le mot écologie pour moi, il est mis justement en place pour définir toutes ces pratiques, même hors labellisation. C'est vraiment une question de pratique. C'est de la belle, c'est juste des marques avec des cahiers des charges, etc. Là, c'est plus une vision, rentrer dans une vision globale, en tout cas dans une démarche globale. Par contre, l'objectif que nous avons fait dans votre sens, c'est que faire un premier pas, c'est déjà valoriser. On peut, voilà, faire, voilà, des pesticides sur la vie, mais peut-être qu'on peut déjà commencer à améliorer et puis passer au autre chose. En tout cas, je vois que les gens qui font l'effort, en général, il y a très peu de personnes qui vont pas en arrière. oui, puis ils auront une autre. Voilà. Donc, en fait, dans le climat, là, avec les transitions, il y a effectivement les cures conventionnelles, je sais pas comment on pourrait les décrire, les brougnes qui ne regardent pas, qui regardent. Voilà, voilà. Et puis, ceux qui essayent de raisonner. Il y a le conventionnel, il y a le conventionnel raisonné, et c'est un peu brutal. Là, j'entendais conventionnel au sens
Utilisation de produits de synthèse, utilisation de l'irrigation, de la fertilisation. Non, pas forcément sans raisonnement. La plupart, je pense qu'il y a peu de vignerons qui ne raisonnent pas leurs pratiques, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, le systématique, il existe peu. Et, dans ma conception, hein, c'est celui qui cherche vraiment à réfléchir au niveau agronomique pour trouver une solution adaptée. Sur mon sol, j'ai un sol bien important, j'ai des biodiversités autour de moi, j'ai tout ça, et à partir de tout ça, avec une réflexion agronomique plus poussée, je peux arriver à avoir, et une réflexion sur la commercialisation, bien entendu, je peux arriver à tirer, à vivre pour finir mes activités. Et donc, il y a un marge franchir de ce qui est intrant, que ce soit végétaux, énergie, etc., qui nous rendent aussi quelque part dépendants d'un. Bien sûr, il y a aussi la notion de vigilance et d'autonomie et d'indépendance et tout ça par rapport à des marchés. Je me sens que c'est ça un petit peu l'agroécologie. Alors, c'est vrai que c'est pas la même, mais c'est une démarche qu'on affiche, sur laquelle on communique et où on annonce peut-être une progression par étape. On ne peut pas tout faire d'un coup, forcément, mais on annonce une trajectoire. En fait. On annonce une mais on peut être bio ou pas bio, c'est pareil là aussi. Parce qu'on peut être bio tout en étant agroécologie, parce qu'aujourd'hui, le conventionnel, c'est mieux, soit en bio, soit en conventionnel. En attendant, on va peut-être pas définir tout de suite, je pense, l'agroécologie. Je suis navrée. Mais pour le coup, ouais. Ouais, bah c'est. Mais ça, ouais, l'objectif, c'est pas forcément de mettre les gens dans des cases. Et c'est pour ça que c'est de façon vraiment très. C'est juste se poser la question de est-ce qu'il faut faire une classification du type d'exploitation qu'il y a sur le territoire et est-ce qu'à partir de là, enfin, c'est la question en fait qui est posée, c'est est-ce qu'on doit faire évoluer certains types d'agriculture, évoluer vers certains types d'agriculture, favoriser des surfaces dans ce qu'on aura appelé après une certaine typologie agroécologie, est-ce que ça suffit de juste réduire ou pas? Et voilà, mais dans tous les cas, là, c'est des choses qui ne sont pas encore définies et on sait tous bien que dans tous les cas, on ne peut pas simplifier. Et donc, merci de nous l'avoir dit parce qu'on ne le présentera pas du tout comme ça le jour qu'on fait ça face aux agriculteurs. Et ce n'était pas du tout le but. C'était aussi l'objectif de faire des restitutions séparées, c'était de parler aussi des choses un peu différemment et voilà, enfin, présenter les mêmes choses, mais que ce soit accessible à tout le monde. Donc, pour l'atelier, l'objectif, là, donc on ne va pas redéfinir l'agroécologie, on ne va pas résoudre tous les problèmes tout de suite. En revanche, ce qu'on veut savoir pour nous mieux travailler pour la suite et pour vous être utile pour la suite et essayer d'avoir un impact pour la suite du projet, c'est de savoir... Okay, on vous propose, pour terminer, de prendre 5 minutes. J'ai eu la lourde tâche de vous écouter tout l'après-midi et d'essayer de regrouper ce qui était ressorti et puis surtout d'ouvrir des pistes pour la suite du travail de thèse de Myrto notamment et puis du travail du projet Bicréative plus généralement. Je vais me concentrer sur ce que j'ai retenu de la dernière partie de ce que vous avez discuté, mais qui forcément s'est appuyé sur ce que vos premières réactions au diagnostic qu'a présenté Myrto. Donc, avant peut-être de parler des opportunités qu'il y a pour la suite pour continuer à réduire les phytos sur le territoire, vous avez évoqué des menaces, moi ça m'a frappé, des menaces que j'appelle un peu de déconversion de pratiques vertueuses, c'est-à-dire d'une part le fait que le changement de la réglementation HVE dans sa version V4, elle allait potentiellement engendrer soit des changements de pratiques par exemple vis-à-vis de l'enherbement ou du pastoralisme, soit une délabellisation. Donc voilà, ça j'ai vu ça comme une menace par rapport à de l'existant qui allait dans la bonne direction. Et vous avez aussi évoqué dans le même ordre d'idées l'arrêt de pratiques vertueuses suite à l'arrêt de subvention. Donc, pareil, c'est le même phénomène de conversion, déconversion. Donc, ça, c'est des menaces par rapport à ce qui existe. Peut-être qu'il faut l'avoir en tête sur comment éviter
ces allers-retours entre des pratiques vertueuses et puis des pratiques qui ont moins d'effet sur les phytos. Et ensuite, pour finir sur une note plus positive, je voulais vous partager les opportunités que vous avez évoquées. Alors, ça ne sera peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, c'est ce qui m'a frappé. Vous avez évoqué dans les leviers l'enjeu d'être capable, au moment de l'installation, de pouvoir orienter le type d'agriculture qui allait être mise en place. Et notamment, il y avait un nœud sur la composition du comité d'attribution des SAFER. Pour moi, ça, c'est un levier qui est assez politique, institutionnel. Je ne sais pas trop où est-ce que ça se négocie, mais c'est important de l'avoir noté. C'est peut-être pas le plus facile à attaquer vu les personnes qui sont là aujourd'hui. Ensuite, il y a ce qui tourne autour des subventions, le fait d'avoir des subventions à l'installation qui pourraient encourager des pratiques de baisse de l'utilisation des phytos. Il y a aussi le fait, sur les subventions, de reconnaître qu'entre le moment où on va annoncer qu'on va faire une pratique et puis les 10 années qui vont suivre, eh ben, il peut y avoir des changements et que du coup, il faut qu'il y ait de la flexibilité dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs qui ensuite va impliquer l'attribution de subventions ou non. Ensuite, il y a des choses autour du partage d'expériences et de connaissances. Donc, il y avait la proposition d'utiliser la formation Certifito pour former à l'observation encore plus que ce que ça n'est fait aujourd'hui et aider à traiter moins. Il y avait l'idée de faire connaître des expériences réussies de baisse de phyto chez des producteurs qui sont déjà engagés et par exemple aussi soutenir des agriculteurs-chercheurs. Et dans le même ordre d'idées, sur du transfert d'expérience, il y avait cette idée de valoriser, mettre en avant le plaisir, la fierté, le sens qu'on peut trouver dans son travail quand on revient ou quand on va vers des pratiques qui, de fait, ont un impact positif sur la baisse de l'utilisation des phytos. Et puis, pour terminer, je voudrais mettre l'accent sur ce que vous avez identifié et les éléments pour lesquels il me semble que les collègues là qui sont dans le projet vont peut-être pouvoir vous accompagner, vous aider, travailler avec vous plus exactement. Donc, il y a des éléments autour du besoin de connaissances et le fait d'être capable d'objectiver. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit Myrto et Marc qui portent ça, mais ils peuvent être le relais de ces besoins et ensuite éventuellement être à la coordination pour que ça puisse être utilisé dans la suite du projet. Vous avez évoqué certaines thématiques justement sur lesquelles il y avait besoin de plus de connaissances d'objectivation. En particulier, j'ai retenu la diversification, qui était un levier pour la réduction des phytos, mais aussi pour d'autres enjeux, donc il semble un point important. Et puis, c'est revenu plusieurs fois, et notamment dans la première partie de restitution du diagnostic, il y a l'enjeu de travailler sur la valorisation et la commercialisation, parce qu'on ne peut pas le décorréler des pratiques qui sont mises en place, puisque ces pratiques, elles vont avoir un coût économique qui va se répercuter sur le produit, même et parfois aussi sur la façon de vinifier, que donc il faut absolument le traiter conjointement. Et puis, vous avez évoqué le fait qu'il y avait besoin de faire travailler les acteurs ensemble, éventuellement sur la base d'expérimentation, de tests. Et il me semble que là, pour le coup, Myrto et Marc, c'est vraiment au cœur aussi de la posture qu'ils ont envie d'avoir dans le projet. Et ça peut être vraiment un terrain d'accroche pour avancer ensemble. Et dans cette même ordre d'idées, faire travailler les acteurs ensemble avec un objectif d'obligation de résultat et pas forcément de moyens, c'est-à-dire se laisser un champ très libre sur les moyens d'arriver à cette réduction de phyto, de penser collectivement ensemble cette obligation de résultat de la réduction des phytos pour peut-être tester des choses qui n'ont pas été évoquées aujourd'hui, qui n'existent pas encore sur le territoire, qui pourront faire l'objet de vos travaux de recherche demain. J'espère que je n'ai pas trahi le contenu de vos échanges. En tout cas, c'était super intéressant à écouter. Donc, merci pour votre participation. C'était super riche. Et je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Marianne. Oui, juste pour finir rapidement, merci beaucoup d'être venu. J'ai l'impression aussi que les échanges ont été vraiment très riches. Ça nous a permis de voir comment ce qu'on avait compris de ce territoire et de la réduction des produits phytosanitaires vous faisait réagir aussi en tant que personnes qui sont directement impliquées sur ce territoire. Je pense qu'on aura beaucoup de travail pour compléter un peu et continuer à compléter ce diagnostic.
Et également, on a beaucoup avancé, je pense, sur la question des freins et des leviers, sur comment vous êtes impliqué directement sur le territoire ou un peu en dehors, et comment il peut y avoir des interactions entre ces différents leviers, notamment. Donc, c'est ce que Marion a présenté là. Et donc, nous, l'idée, c'est de repartir, en fait, de ce qui s'est passé cette journée pour essayer de commencer à vraiment travailler ensemble. Donc, passer vraiment du constat à essayer de faire avancer les choses. Et donc, c'est des choses aussi qui peuvent être définies avec vous, parce que l'objectif, c'est de poursuivre ce travail avec vous. Voilà, donc on a des bases de réflexion et puis on reviendra vers vous pour vous proposer des suites à donner à tout ça, sachant qu'on a déjà fait énormément de progrès là, d'enrichissement de cette partie de diagnostic et identifier des fils à tirer pour la suite s'il y a encore des contributions que vous avez envie de faire. Une question sur le programme. Est-ce qu'il est prévu à un moment sur l'investissement que ce qui se passe dans d'autres territoires de vie créative, il y aurait aussi de la vie, hein, qui serait, et des réflexions similaires, j'imagine, sont menées. C'est intéressant de savoir ce qui s'imagine quelque part, qui s'est changé, parce qu'il y a des collectivités aussi qui sont invitées ailleurs, mais on n'a pas pour la collectivité. Oui, c'est la logique du projet que les territoires se parlent constamment, pour partager où ils en sont, comment ils procèdent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vraiment le point fort de notre projet. Et donc, là, on a le territoire de Montpellier, il y a le territoire du Pilat qui est engagé, qui a plein de similitudes en termes d'ampleur, des problématiques des acteurs. Puis le PNR, qui est le partenaire un peu privilégié du projet du créatif dans ce territoire du Pilat, donc il y a vraiment plein de choses à échanger. On a d'autres territoires plus agricoles, enfin plus récents, mais on a de la réintroduction d'élevage aussi. Donc, ça permet d'inspirer Noto et Marc sur les problématiques de réintroduction d'élevage. Donc, en fait, le projet fonctionne beaucoup par constamment des moments de partage d'expériences avec les porteurs locaux et les scientifiques des territoires qui se parlent par des webinaires, par des séminaires, par des AG annuels. L'idée, c'est qu'on arrive à faire travailler enfin, vraiment à tirer parti de tout ce que les tentatives qui sont faites dans notre territoire créatif. Et du coup, Lorraine, peut-être plus concrètement, est-ce que, enfin, aujourd'hui, c'est le SEN qui est partenaire repéré au démarrage du projet, de ce projet, donc qui reçoit les invitations de tous ces moments d'échange entre territoires. Est-ce qu'on peut imaginer, pour ceux qui le souhaitent, que vous soyez sur la mailing list pour que vous ayez l'information et que vous puissiez assister aux éléments qui vous intéressent, si vous le souhaitez? C'est ça, mais je réfléchis toujours, hein, en 2024. Il y a des assises territoriales de l'éducation qui étaient à Nantes l'année dernière, qui étaient à Montpellier avant. Et c'est un moment où les collectivités qui s'intéressent à ces questions se rassemblent. Donc peut-être qu'une bonne partie des collectivités qui sont impliquées dans les créatifs seront à Montpellier. On peut imaginer qu'à l'occasion des assises, on puisse en parallèle, donc voilà, en plus, dans le cadre des assises, je ne sais pas avoir un temps juste pour le. C'est loin, 2024. Non, mais je plaisante. Mais avant, et après, en fait, c'est vrai qu'on ne va tout suivre en permanence sur grand webinaire et sur. C'est ça. Par contre, avoir des grandes chapitres des projets, est-ce que vous avez un temps tous les ans, par exemple, d'état d'avancement et de synthèse qu'on pourrait avoir pour pouvoir aussi d'abord le partager en faire état. Je pense que ça peut être plus nous dans ce qu'on peut vous proposer pour la réflexion sur Plaine Ouest de Montpellier, voir comment apporter aussi des éléments extérieurs venant des autres territoires et des dynamiques en cours. La configuration collective, elle est intéressante aussi. Elle n'est pas qu'un acteur, on l'a bien vu, c'est un type d'acteur, donc ça pourrait être intéressant. Après, pour moi, évidemment, on est tous cotés, donc il ne s'agit pas d'alourdir dans le public, mais au moins avoir un temps de partage d'avancement du projet qui nous permet aussi d'enrichir et puis de voir comment là-dedans, ça pourrait être pas mal. Est-ce que vous ouvrez les frontières, c'est-à-dire est-ce qu'il y a il y a des territoires à l'étranger qui ont déjà un territoire zéro phyto avec des méthodes sur lesquelles vous inspirez pour s'en. Moi, à ma connaissance, il y a des territoires autour du développement de l'agroécologie et de la conservation de biodiversité qui sont identifiés dans des projets européens. Il peut y avoir un lien, il peut y avoir une convergence.
D'ailleurs, j'ai une étude là-dessus que je peux vous faire passer si ça vous intéresse. Mais c'est quand même des configurations locales très différentes, quoi, souvent. Donc, il y a sans doute des choses à prendre, mais voilà, tout n'est pas transférable. Il y a une expérimentation en Suisse. Ils ont un territoire comme ça, sans mais avec. Ils ont, donc on discutait avec une personne en comité de pilotage du projet, qui nous a mis son temps, qui viendrait. Mais ils ont borné les choses de façon. Alors, ils en font un état de rendement de 50%, donc il y a les moyens derrière de la Suisse pour de la Suisse. Mais bon, c'est pas intéressant, justement, pour voir cette question. Alors, et vous parlez au niveau dans l'été de vente toute l'après-midi. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de voir avec les partenaires du site de Trois-Fontaines si je peux vous proposer une visite. Vous intéresse de lancer la discussion et ça sera intéressant, devant de la technique, d'avoir un retour à vous d'autres préoccupations. Super. Ben, un grand merci. Et on vous libère pour cette session, mais le dialogue continue.